変わるわよ。Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle rétrospective dédiée à la guerrière de l'amour Cutie Honey, connue chez nous sous le nom de Chérie Miel, que l'on a découvert dans le dessin animé éponyme. Alors avant d'être un dessin animé attisant le fantasme des jeunes garçons prépubères que nous étions, Cutie Honey est d'abord un manga créé par Go Nagai, le papa de Goldorak. Ou plutôt, il serait plus juste de dire que les deux supports ont été créés en même temps. Et pour parler de tout cela, je vous propose une petite rétro en deux parties. Dans la première, je m'intéresserai à la jeunesse du personnage, c'est-à-dire à ses origines, la version papier et le premier dessin animé. Et dans la deuxième, on verra son héritage, c'est-à-dire tout ce qui a suivi, manga animé et live action. Cutie Honey est donc une création originale de Go Nagai publiée dans le Weekly Shonen Champion du 1er octobre 1973. Je ne vous présente pas Go Nagai, auteur prolifique qui est tellement précurseur de plein de choses qu'il mérite une rétro dédiée que je ferai un jour. Sachez simplement qu'il est l'auteur de nombreux mangas comme Mazinger, Great Mazinger, Grandinzer, donc Goldorak chez nous, et plein d'autres robots. Il est aussi l'auteur de Bomber X, de Devilman, et de Violent Jack, une des nombreuses inspirations de Ken le Survivant. Et donc, après s'être attaqué au monde des robots, Go Nagai décide de se lancer dans celui des Magical Girls. Alors il y avait Sally la petite sorcière à l'époque, Caroline, Imitsuno Ako-chan, ou encore Mako la petite sirène, et quelques autres. Et ben Go Nagai y balaye tout ça, et il introduit un genre nouveau, fini la Magical Girl enfant, bonjour la Magical Girl sexy pour notre plus grand plaisir de jeune ado. Cela étant, à la base, Cutie Honey était plutôt du genre shonen. Elle est même considérée comme la toute première héroïne solo de shonen par son auteur. C'est progressivement qu'elle s'est aussi classée dans la catégorie Magical Girl, la première d'une lignée de combattantes à l'image de Sailor Moon de nombreuses années plus tard. Pour créer sa série, Go Nagai s'est inspiré principalement de 3 œuvres, liées les unes aux autres. Alors j'exclus très rapidement Maria de Metropolis, qui est une source d'inspiration évidente pour me concentrer sur la production japonaise. D'abord, la série de films Banai Taro, apparu dans les années 40 et qui met en scène un détective pouvant avoir 7 visages différents. Retenez bien le chiffre 7. Ensuite, Seven Color Mask, qui est une série tokusatsu, la première série de super-héros de la Toei, diffusée à partir de 1959, qui marque les débuts de l'acteur célèbre Sonny Shiba, dont j'ai déjà parlé dans la rétro Gatchaman. Dans cette série, le héros est également un jeune détective, maître du déguisement et notamment celui de Seven Color Mask donc, un super-héros au masque doré. Et puis enfin, il y a Rainbow Man, un dérivé de la série précédente qui est également la première série TV de super-héros créée par la Toho et diffusée à partir de 1972. Alors dans la série, le héros est surnommé Warrior of Love, comme Chérie Miel. La grande différence avec la précédente série, c'est que le héros n'a pas de simple déguisement. Il se transforme complètement et représente différents éléments comme la lune, le feu, le soleil, en lien également avec les 7 jours de la semaine. Et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, en rapport avec le titre. Rainbow Man n'a pas influencé que Chérie Miel. Saviez-vous que le projet Megaman, le jeu vidéo ultra populaire de Capcom, avait envisagé de s'appeler Rainbow Man au début de son développement? Et oui, la référence à la série est évidente puisque le principe même de Megaman est l'utilisation de capacités différentes, propres aux identités de ses adversaires. Étonnant, non? Vous voyez, cette transformation, comme le manga Cutie Honey, le terme Warrior of Love, comme je vous l'ai dit, qui fait écho au surnom identique de notre Magical Girl, les influences sont claires. Fort de ses inspirations, Go Nagai va également puiser dans 2 de ses anciennes séries. D'abord, Arenchi Gakuen, l'école impudique chez nous, un manga érotico-comique, publié dans Weekly Shonen Jump et se déroulant dans une école. Premier grand succès de Go Nagai, dont l'aspect lubrique et coquin est repris dans Chérie Miel, bien évidemment. Deuxième manga, la famille Abashiri, qui conte les histoires d'une famille de mafieux et plus particulièrement de la fille, Kikonosuke, experte en combat, qui non seulement perd régulièrement ses vêtements, mais présente une singulière ressemblance avec Chérie Miel. Le mélange de toutes ces influences va permettre la naissance alors de la guerrière de l'amour, Cutie
Oni. Ce qui est intéressant avec cette série, c'est que le matériel de base est très léger au final, seulement un petit manga en 2 volumes, et pourtant, cette héroïne est très célèbre et a fait l'objet d'une exploitation régulière à partir des années 90. Car Chirimiel, c'est donc par ordre chronologique pas moins de un manga et un dessin animé sortis en 1973, un nouveau manga en 92, une série d'OAV sortie en 94, New Cutie Honey, une autre série animée en 1997, Cutie Honey Flash, 3 nouveaux mangas entre 2001 et 2006, un film live sorti en 2004 accompagné de 3 OAV, une série live sortie en 2007, un autre film live en 2016 et une autre série animée sortie fin 2017. Mais ce n'est pas tout, il y a également des pièces de théâtre, des crossovers comme Cutie Honey versus Abashiri Ika, donc la famille Abashiri, ou encore Cutie Honey versus Devilman Lady. Cutie Honey apparaît également de manière particulière dans Violent Jack, je vous le laisse découvrir, et pour les plus curieux d'entre vous, on peut la retrouver dans Goldorak. Eh oui, dans Goldorak. Ça vous intrigue, hein? Allez, je vais préciser un petit peu. Bon, en réalité, elle apparaît dans une sorte de reboot crossover complètement what the fuck, appelé Grandinzer Giga. Écrit par Go Nagai, eh bien, il s'avère que dans cette histoire, Benusia, la fille de Rigel, est en réalité Cutie Honey. Et elle se transforme en guerrière de l'amour pour affronter les nombreux ennemis qui parsèment ce manga. C'est clairement du Go Nagai en roue libre complète, des choses que finalement il fait assez souvent, de mélanger un peu tous ces univers et de faire des trucs complètement délirants. On le verra aussi dans la deuxième partie. Et puis, je n'en parlerai pas, mais veuillez noter aussi qu'il existe une version masculine appelée Cutie Honey Boys, où c'est un androïde bien masculin qui reprend la succession de Cutie Honey. Bref, il y a beaucoup de choses, et certainement que j'en oublie, mais ce sont ces œuvres que j'ai décidé de présenter, et on commence tout de suite avec le manga. Donc Cutie Honey apparaît très exactement pour la première fois dans le numéro 41 de Shonen Champion le 1er octobre 1973. La série papier est de courte durée, seulement quelques mois, puisqu'elle disparaît l'année suivante en avril et fera l'objet d'une édition en 2 volumes, traduit en France de nombreuses années plus tard. On y découvre les exploits de Honey Kisaragi, une jeune gynoïde, c'est-à-dire la version féminine d'un androïde. Elle a 16 ans, et démarre ses aventures dans l'école Sainte-Chapelle pour filles. Dès le début, son père et créateur est assassiné par une organisation mystérieuse, les Panther Claw, dirigée par Panther Zora, mais qui ne s'oppose pas directement à notre Cutie Honey. En effet, l'organisation est internationale et c'est Sister Jill, le principal antagoniste qui dirige la branche japonaise. Cette organisation criminelle est à la recherche des objets les plus rares du monde et il s'avère que l'appareil permettant la transformation de Cutie Honey en fait partie. Très rapidement, notre héroïne découvre alors ses origines et ses pouvoirs qui vont lui permettre d'affronter de multiples ennemis, principalement féminines, aussi terribles les unes que les autres. Plus précisément, Cutie Honey peut se transformer et prendre une nouvelle identité en criant Honey Flash. Elle acquiert alors les capacités de l'identité qu'elle utilise, et sa transformation principale n'est autre que la célèbre guerrière aux cheveux roux, munie d'une épée et qui est ultra sexy. Évidemment, toutes ces transformations sont un prétexte pour voir une jeune fille dénudée, et dans le manga, il y en a des pages et des pages. Rien que la première transformation tient sur 5 pages, dont 3 pleines, où l'on voit l'héroïne entièrement nue, et je vous les mets pour le plaisir des yeux. C'est à partir de ce moment-là que l'on découvre que Cutie Honey dispose de cette identité, comme dans les œuvres que j'ai citées. C'est ce qui est dit au début du manga. Mais au final, ce sera bien plus, car déjà dans le manga, la règle est très clairement bafouée, et elle le sera encore plus dans les séries animées qui suivront. Apparaît également à ses côtés Danbei Ayami, dont vous connaissez les traits physiques, puisqu'ils sont utilisés pour Rigel dans Goldorak, donc d'ailleurs qui s'appelle en japonais dans Goldorak, Danbei Makiba. Néanmoins, celui-ci doit d'abord son apparence à Daemon Abashiri, membre de la famille Abashiri que je citais tout à l'heure. L'influence vient de là. Ce dernier a 2 fils, Sheiji, journaliste, qui est le personnage le plus proche de Chirimiel et qui l'aidera dans ses aventures. Et ensuite, il y a Junpei, le plus jeune qui ressemble à Mizar dans Goldorak, et basé lui aussi sur un personnage de la famille Abashiri. Et oui, Go Nagai aime bien recycler ses personnages. Globalement, l'histoire n'est pas aussi légère que l'on pense. Certes, l'aspect particulièrement coquin, mêlé à une structure narrative très courte, très second degré, peut laisser paraître un manga sans profondeur. C'est d'ailleurs la lecture que l'on peut avoir aujourd'hui, mais il faut essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 1973, à l'époque les héroïnes du Japon c'est des petites filles, et Go Nagai introduit une jeune femme complètement impudique, tout en étant particulièrement innocente et candide. Ce qui ne manque pas de créer des situations particulièrement loufoques, notamment avec ces 2 pervers que sont Danbei et son fils cadet. Et Go Nagai dans cette série va très loin, va même trop loin dans les relations entre protagonistes. Je m'explique. Il y a une scène que je trouve assez choquante. Cutie Honey dans le manga
est épuisée par ses nombreuses transformations et combats. Et elle a besoin de se régénérer et de manger. Et bien il s'avère qu'au cours d'un combat, elle n'a pas la possibilité de se régénérer, elle est épuisée, et pour échapper à ses ennemis, elle décide de se cacher. Elle va donc colorer sa peau pour imiter la couleur d'une statue, mais en conservant sa structure charnelle, et une fois fait, elle va se poser au milieu d'une fontaine sans bouger. Les ennemis lui passent autour, elle y reste un long moment, et voilà qu'arrive ce vieux pervers de Danbei et son fils Junpei. Ils voient la statue et font ce que n'importe qui fait quand il voit une statue au milieu de l'eau. Qu'est-ce que vous faites, vous? Bah vous traversez, hein, comme eux. Bah voilà, c'est ce qu'ils font, ils traversent, ils montent sur la statue, ils la caressent, la plottent et lui font des bisous tout partout, tout en s'interrogeant et en soulignant la nature du corps chaud et humide qu'ils sont en train de tripoter, et sa très forte ressemblance avec leur copine. Réalisez quand même, hein, l'auteur a mis en scène un plotage père-fils sur une jeune fille de 16 ans, sans compter que le gamin, il a 12 ans. C'est un moment très gênant du manga. Au-delà de ça, le manga a aussi ses moments sombres. La violence y est très présente, même si elle est abordée de manière décalée et grand-guignolesque. Les morts sont nombreuses, notamment dans le second volume. Et puis il y a des thématiques naissantes qu'on n'était pas habitué à voir à l'époque, notamment l'homosexualité, puisque Sister Jill en pince grave pour Cutie Honey, et ça c'est sans compter les relations de Cutie et ses camarades de classe. Vous l'avez compris, c'est donc un manga particulier qui se lit vite, et qu'il est intéressant de découvrir en se resituant dans le contexte de l'époque. On connaît le manga principal de Go Nagai, mais il s'avère que Cutie Honey a aussi fait l'objet de versions parallèles en 73 et les années suivantes. On en recense pas moins de 7 supplémentaires. Une première version est l'œuvre de Ken Ishikawa, co-créateur de Getter Robot, avec Go Nagai, a été publiée dans la revue Hobuken et tient dans un seul petit volume. C'est une adaptation un peu plus fidèle à la série animée, on retrouve les mêmes personnages et notamment des monstres beaucoup plus proches du dessin animé. Et puis Ken Ishikawa en a publié une seconde version dans un magazine dédié aux films TV. Nous avons également Yu Okazaki, assistant de Go Nagai, qui a également travaillé sur Grandinzer et qui a lui aussi travaillé sur 2 versions, dont l'une a été publiée dans la revue TV Magazine, sans qu'elle ne fasse l'objet d'une réédition en volume à ma connaissance. L'une était une version un peu plus comique, tandis que l'autre était une version un peu plus sérieuse, en rapport avec la série télé. D'ailleurs, la structure narrative est vraiment calquée dessus avec la fameuse séquence où Honey rappelle toutes ses transformations avant de tataner la méchante. 2 autres artistes ont également publié dans des magazines des versions colorisées de Cutie Honey. Il s'agit de Yoshiko Suganuma et Shizoku Beppu. Les 2 histoires sont plutôt comiques, plutôt adaptées pour les enfants. Cutie Honey ne tue personne et se débarrasse de ses ennemis de façon assez rigolote. Et enfin, je terminerai par Masatoshi Nakajima, qui avait son propre manga dans la revue TV Land. Celui-ci basé également sur la série télé. À noter que ce manga-là détient une véritable fin dans laquelle Cutie Honey va battre l'organisation Panterclos. 12 jours seulement après la sortie du premier chapitre, le 13 octobre 1973, sort à la télé la série animée. Ce qui fait donc que les 2 œuvres ont été pensées et créées dans le même laps de temps avec des influences mutuelles. Par exemple, selon les dires de Go Nagai, à l'origine, Cutie Honey était plutôt pensé comme un shoujo avec moins de violence et de nudité et toute une panoplie de poupées changeantes en produits dérivés. Mais bon, comme le créneau horaire des shoujo, soit la semaine à 19h prévu initialement, a été repris, Cutie Honey a finalement été programmé pour le samedi soir 20h30 dans une émission qui avait diffusé Devilman. Horaire où l'on pouvait se permettre beaucoup plus de choses, du coup Cutie Honey évolue en shonen. Bienvenue donc à la première guerrière magique sexy, née d'un embouteillage sur les grilles horaires. Bon, le synopsis général de la série est sensiblement le même que celui du manga. Cutie, Oni, Gynoïde, Oni, Flash, transformation, gros sein, tout ça. Il y a quelques arcs narratifs supplémentaires, mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. La sexualité reste très présente, même si elle est un peu plus cachée, et même dès le premier épisode, l'homosexualité est représentée au travers d'Alphonsine, une enseignante éprise de Cutie. D'ailleurs, même si on ne le voyait pas trop quand on était enfant, c'est assez malsain avec le recul quand on y pense, car elle ne cesse de vouloir se taper la petite étudiante qui, je le rappelle, n'a que 16 ans. Tu es si fraîche, si jeune et si belle, c'est pas comme cette mademoiselle Golf. Les Panterclos sont toujours à la recherche du catalyseur multiplicateur au sein du corps de Chéri Miel. Et chaque épisode est l'occasion de découvrir un nouveau monstre, un peu à la manière de Goldorak. En France, les noms sont plus ou moins francisés, bien évidemment. Par exemple, Sister Jill devient Drastica, Cutie Honey, vous le savez, devient Chéri Miel. Comme dans le manga, c'est très sexualisé, même si les transformations s'attardent un peu moins longtemps sur la poitrine de l'héroïne. Et puis pour conserver un certain rythme, on passe parfois d'un déguisement à l'autre, juste en changeant de plan. Alors que dans le manga, tout est toujours montré, mais rassurez-vous, on y a le droit quand même. Y compris le lot de pervers qui va avec. N'est-ce pas Junpei? Ce qui est intéressant, c'est de voir qui compose l'équipe de réalisation de la série. C'est ainsi qu'au character design et à l'animation, on retrouve un certain Shingo Araki, qu'on ne présente plus pour son travail sur Senseiya, et qui en est à ses débuts même s'il commençait déjà à avoir un bon CV.
Et pour vous fans de Senseiya, cette série est super importante, car c'est sur cette série que Shingo Araki rencontre Michi Himeno, qui voulait absolument travailler avec lui. Bon allez, j'avoue, j'idéalise un peu la série. Si leur rencontre a lieu à ce moment-là, elle n'est pas directement liée à Cherry Miel. Les personnages, notamment Cherry Miel, sont plutôt soignés pour un dessin animé de 1973. Bon, par contre, ils se cassent pas la tête avec les décors parfois complètement inexistants. Du côté des capacités de notre héroïne sexy, il faut bien avouer que le spectateur est trop souvent confronté au syndrome du « ta gueule, c'est de la magie ». Cherry Miel spécial. Car si dans le manga Cherry Miel pouvait être limité énergétiquement parlant, remettant ainsi en cause sa capacité de transformation, propice à de nombreux rebondissements scénaristiques, comme l'histoire de la statue, il n'en est quasiment rien dans le dessin animé. Et c'est même pire car Cherry Miel sort des pouvoirs d'Onsezu pour s'adapter au combat, chose qu'on retrouvera d'ailleurs dans d'autres animés plus tard. La musique est composée par Takeo Watanabe, très prolifique dans le domaine de l'animation puisqu'il a travaillé sur Heidi, Candy, ou encore Mobile Suit Gundam. Alors moi j'aimais beaucoup l'OST qui sentait bon les années 70, comme ce thème qui tourne en fond de vidéo. C'était, je trouve, plutôt réussi. Le générique, quant à lui, est chanté par Yoko Maekawa. Il est très célèbre et est repris dans quasiment toutes les occurrences de Cherry Miel. Bon, moi, en ce qui me concerne, ma version préférée, c'est celle de Kumikoda, que j'utilise parfois dans ma playlist pour courir. En France, il a fallu attendre 15 ans pour découvrir Cherry Miel en 1988 dans le Club Dorothée avec un chouette générique interprété par Bernard Denimal. Alors les paroles sont pas du tout les mêmes, elles sont plutôt coquines dans l'original et bien plus soft dans la version française, une autre époque. De souffrir, on finit par grandir. Quant au doublage, assuré par la Sophie, il n'est pas d'une très grande qualité, il faut bien l'avouer, du moins au début. On sent peu d'enthousiasme et la synchro des combats n'est pas terrible. La doubleuse a écrit n'importe comment. Et ça, c'est sans compter les erreurs de casting. Non, je vais rester pour te protéger. Oui. Et tant pis si je meurs au service de la princesse. Allons bon, il manquait plus que ça maintenant. En ce qui me concerne, la série a très bien fonctionné sur moi et j'en ai de très bons souvenirs. Chaque transformation c'était un plaisir et comme je vous le disais en intro, il y en avait plus que 7 au final. D'ailleurs, chaque épisode était un peu construit de la même façon. Cherry Miel évoluait en prenant plusieurs identités, puis elle rencontrait le boss de fin, elle faisait un récap de toutes les transformations de l'épisode avant de prendre son apparence de guerrière de l'amour. J'étais fou, et s'il y avait plusieurs transformations, il y en avait qui revenaient assez régulièrement comme dans le manga. Citons par exemple Hurricane Honey, la pilote, Misty Honey, la rockstar, Flash Honey, la reporter, Fancy Honey, la top modèle, et bien sûr Cutie Honey. Après, elle en a eu plein d'autres, une sirène, un pirate, un bossu, une clocharde, plein d'autres. Le bestiaire d'ennemis était assez conséquent également, et plutôt marquant. Voir certaines de ces belles femmes se transformer en monstruosité à la sexualité débordante, ça marque un gamin de 8 ans. La plupart du temps, à la fin de chaque épisode, Sister Jill invoque la bestiole qui affrontera Cutie Honey dans l'épisode d'après. La série se termine par la mort de Sister Jill, et Cherry Miel découvre l'existence de Zora. Mais non, pas elle. Panthère Zora, une méchante. Là, c'est une rousse. Pas méchant, une rousse. Bref, elle découvre l'existence de Zora, annonçant ainsi une suite qui ne viendra pas tout de suite. Car, comme pour le manga, la diffusion fut éphémère à cause des polémiques que cela suscitait, seulement 25 petits épisodes, et Cherry Miel sera placardisée quelques années avant de revenir dans les années 90. Et ça, c'est ce que je vous raconterai dans la deuxième partie. En attendant, prenez soin de vous. Salut tout le monde et bienvenue pour cette seconde partie de la rétrospective Cutie Honey, où je vais maintenant parler des suites données à la franchise, dans l'ordre chronologique s'il vous plaît. Et on commence tout de suite par un nouveau manga. Au début des années 90, sort donc un manga sobrement intitulé Cutie Honey 90. L'histoire prend place 30 ans après la mort de Sister Jill, Cutie et ses amis ont monté une agence surveillant les activités des Panthères Claw, et ils vont devoir faire face au retour de la défunte
Sister Jill, qui en fait n'était pas morte. Aux côtés de Go Nagai, on retrouve Hajime Sorayama, c'est un illustrateur connu pour ses pin-up érotico-SF, notamment des gynoïdes. Avouez quand même qu'il est très bien choisi. Avec Hajime, le manga bascule davantage dans le style ecchi, vous savez, ces mangas très orientés sexuellement. Et il est vrai que même si le manga d'origine est assez clair sur le sujet, celui de 90 est complètement tourné vers le sexe, notamment dans les poses et actions beaucoup plus explicites. On le voit, c'est très adulte, et là vous en avez sur quasiment toutes les pages. J'en mets pas trop pour pas me faire bloquer sur YouTube, je fais de la censure, mais en tout cas, force est de constater que l'auteur prend la peine de bien dessiner les filles, car le reste, c'est assez quelconque. On a aussi le droit à l'apparition de Keiko Kamen, une héroïne créée par Go Nagai en 1978, et qui est un pastiche de Gekko Kamen, série Tokusatsu, de 1958. Elle combat uniquement avec un masque sur la tête. Tiens, c'est le bon moment de faire un point sur les tokusatsu. Donc tokusatsu est la contraction de tokushu et satsuei, qui signifie effets spéciaux. Le terme, né à la sortie du film Godzilla, est utilisé pour catégoriser un genre particulier, mettant en scène des productions avec de nombreux effets. Notamment les œuvres de Keiju, type Godzilla, les séries de héros qui se transforment comme Xor, et il s'avère que Gekko Kamen est reconnu comme étant la première série tokusatsu de héros. Pour les passionnés de comics, vous y verrez une ressemblance troublante avec Moon Knight, qui sortira 15 ans plus tard. Ne vous en faites pas, je reviendrai plus longuement sur le tokusatsu quand je ferai la rétrospective Xor. En 1994 sort 8 OAV de 30 minutes intitulé New Cutie Honey ou Shin Cutie Honey. L'histoire se déroule dans le futur puisque l'on retrouve Cutie Honey 100 ans plus tard dans la ville de Cosplay City. Une ville futuriste et plutôt sombre en décalage total avec notre héroïne ultra sexy. Évidemment, il n'y a pas les protagonistes d'origine, à l'exception de Danbei Ayami, qui est devenu un cyborg âgé de plus de 150 ans. Il y a même un épisode où Cutie rencontre Devilman, un autre personnage illustre de Go Nagai. Les 4 premiers épisodes sont focalisés sur Dolmek, un redoutable criminel, et ensuite l'organisation Panther Claw sera de retour pour les épisodes suivants. L'animation est quand même de bonne facture, dans le pur style des années 90, la Toei déclarant à l'époque avoir créé 3 fois plus de sel que d'habitude. Et franchement, cela se voit, c'est plutôt bien réalisé, très esthétique, Cutie est vraiment magnifique. Le souci, c'est que sur le fond, c'est pas trop ça. Les personnages sont peu développés, le scénario est plutôt convenu, et la nudité complètement gratuite et inutile. Bon, en même temps, c'est du Cutie Honey, donc la nudité complètement gratuite, on était habitué. Sauf que l'on pouvait s'en contenter en 1973, parce que c'était nouveau, mais pas 20 ans plus tard, quand bon nombre de dessins animés osent aussi la nudité, surtout dans les années 90 à cette époque. Alors en réalité 12 OAV étaient même prévus, mais les 4 derniers ne seront finalement pas tournés. On peut d'ailleurs voir dans le 8e épisode que ça sentait déjà la fin, puisqu'il y avait certains plans incomplets. 3 ans plus tard, en 1997, arrive une vraie série, plutôt soft, en 39 épisodes, Cutie Honey Flash. Alors conceptuellement, la série perd son caractère érotico-libertin et bascule vers un peu plus de sérieux, puisqu'elle prend le créneau horaire des séries de type Sailor Moon. D'ailleurs, une partie de l'équipe créative de Sailor Moon travaille sur Cutie Honey Flash, et notamment Mio Shimogasa, le Sakan, le directeur d'animation. Et cela se ressent très clairement dans l'influence visible quant à la conception générale. Il y a toujours des parties de nu, mais c'est très soft. Alors on a affaire à un reboot, c'est pas une suite comme les autres, puisque l'on retrouve notre chère Cutie Honey à 16 ans, et qui est une lycéenne combattant les Panther Claw, aidée par Seiji, le reporter, et un mystérieux prince. Ouais, un mystérieux prince, un peu comme dans Sailor Moon, avec Bordu, Vous croyez pas? Donc même synopsis de base, mais aussi même personnage, puisque les plus familiers de la série d'origine ne seront pas dépaysés. Cela étant, un nouveau personnage important est introduit en la personne de Misty Honey, qui est l'opposé complet de Cutie avec ses cheveux longs et noirs, et une tenue un poil plus provocante. Cette opposition de style va jusqu'au choix du nom, car si le nom civil de Honey, Kisaragi, correspond au printemps dans le calendrier lunaire, Azuki, le nom de Misty Honey, correspond lui plutôt à l'automne. Donc forcément au début elles vont se combattre, et puis après elles vont s'allier, et lorsque le cœur des deux guerrières fusionne, elles créent la guerrière ultime, Hyper Honey, mais Misty disparaît dans le processus. En parallèle, au moins 3 adaptations manga sont publiées donc sous format papier dans la même timeline. Le premier est réalisé par Yukako Lisaka, le second est dessiné par Kazuyuki Sasaki sur les bases des textes de Ken Ishikawa, auteur lui-même d'une version en 1973, et enfin, le mangaka Shinko Kumazaki s'attaquera à la 3e version. Et puis dans les années 2000, débarquent pas moins de 3 nouveaux mangas, mais 2 réellement intéressants et très opposés. J'exclus tout de suite le dernier, sorti en 2004 et intitulé Cutie Honey Seed, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit plus d'un spin-off
dans une réalité alternative où Cutie Honey est une série télé suivie par son plus grand fan, Yuta, qui un jour rencontre une extraterrestre qui l'appelle Honey Kisaragi et qui développera des pouvoirs similaires à la gynoïde sexy. Premier manga de la nouvelle fournée des années 2000, en 2002 sort Cutie Honey Tenyo Densetsu, The Legend of Angel, appelé aussi Cutie Honey 21 pour le 21e siècle. Dans cette histoire, on suit les aventures de Seiko Ayami et son assistant Hisashi Hanyu qui enquêtent sur des problèmes étranges et se retrouvent confrontés très rapidement au Panther Claw de Sister Jill et de Zora. En réalité, l'assistant de la détective est Cutie Honey, du coup cela semble faire suite au manga de 1990. On monte aussi d'un cran par rapport au caractère érotique, le manga est très explicite quant aux diverses poses des personnages féminins, sans que cela n'apporte grand chose au récit, si ce n'est des tentatives d'humour qui ne fonctionnent pas chez moi. Et là pour le coup, le sexe est vraiment à toutes les pages. Les femmes sont nues en permanence, c'est carrément même des enjeux scénaristiques. Dans l'histoire, la détective donc s'appelle Seiko Ayami, ce nom ne vous est pas inconnu si vous avez tout suivi. Elle est le second personnage féminin très bien pourvu, qui doit se faire violer au moins 2 fois dans le manga, y compris par l'ensemble des sbires des Panther Claw, sans que cela ne la choque, voire même elle a l'air d'apprécier en fait. Et je vous avoue, c'est plutôt gênant. Il y a aussi quelques scènes assez violentes et d'autres viols, puisque je vous ai dit que le sexe était aussi un enjeu scénaristique. En effet, Sister Jill devient dans cette série ce qu'on appelle une chimale, donc elle est dotée d'un pénis, et c'est avec ce pénis qu'elle va transformer les femmes en terribles monstres, donc par le biais du viol. Bon, je vous passe toutes les scènes, je suis vraiment pas fan, l'histoire est pas super intéressante, c'est beaucoup de sexe complètement gratuit et inutile, c'est aussi parfois du grand n'importe quoi, l'image d'une Cutie Honey qui se transforme en Mazinger Honey. Bref, pour moi, c'est un manga que je préfère mettre de côté. Entre 2003 et 2005, un gros projet voit le jour autour de la franchise. D'abord arrive le second manga que j'évoquais, intitulé Cutie Honey Go Go en 2003. Manga spécial puisqu'il représente la première pierre donc du projet plus vaste comportant également une série d'OAV et un film live. On a le droit à un nouveau départ en format plutôt court, en effet il y a peu de chapitres puisque tout a été compilé en un seul volume. C'est réalisé par Shinpei Ito, pas très connu chez nous, plutôt spécialisé dans le style seinen et ecchi, ce qui va bien avec l'univers de notre héroïne d'ailleurs, et connaissant le bestiau, on pouvait s'attendre à un projet dans la même lignée que le manga précédent. Et ben en fait il n'en est rien. Le manga est plutôt soft, et même très soft considérant la matière première utilisée l'auteur et ce qui a été fait juste avant. Il y a très peu de scènes de nudité, le dessin est simple, voire même simpliste, il est complètement épuré, et le synopsis est assez classique avec les Panther Claw, Sister Jill, etc. Cela étant, il est mis au goût du jour avec un trio de personnages qui s'articule entre le reporter Seiji, Cutie Honey et Natsuko, membre du bureau de la sécurité publique, chargé d'enquêter sur les Panther Claw et la guerrière de l'amour. Veuillez donc noter que le background de Natsuko est revu, puisque dans le manga d'origine, c'était la meilleure amie de Cutie, écolière comme elle, et même physiquement, elle a complètement changé. Alors on peut avoir plusieurs avis sur ce manga, j'ai pas forcément accroché, mais je le trouve quand même plutôt pas mal, surtout par rapport à la version précédente, et puis surtout, il représente le fer de lance de ce qui va suivre, l'introduction du premier film live et la réalisation de 3 nouveaux OAV. Et vous allez voir que les moyens sont là pour faire de ces 2 œuvres une vraie réussite. Intitulé Cutie Honey Rebirth ou Renaissance, les 2e et 3e parties du projet, le film live et les OAV sont beaucoup plus proches l'un de l'autre que vis-à-vis du manga. Notamment parce que ce sont des œuvres de visuel et parce qu'ils réutilisent le thème d'ouverture et sont assez proches du point de vue de la réalisation générale. Ce qui n'est pas illogique quand on sait que c'est le studio Gainax, responsable de Nadia, le secret de l'eau bleue, Evangelion, ou encore Gurren Lagann, qui est aux commandes des 2 œuvres. Globalement, il bénéficie d'un synopsis très similaire puisque l'histoire générale, les personnages sont identiques. On retrouve ainsi le même trio que pour le manga, bien que le caractère design soit quelque peu différent, notamment pour Natsuko version papier. Les principales différences entre film et OAV portent sur le traitement des relations de ce trio un peu plus profond dans la partie animée, tout comme l'histoire qui est plus développée et la nudité beaucoup plus présente par rapport au film où elle est quasi inexistante. Comme je vous le disais, le générique d'ouverture est le même, il s'agit de la version chantée par Kumi Koda, dont je vous parlais dans la première partie. Kumi Koda est une chanteuse pop très célèbre au Japon, notamment pour avoir lancé la mode Hero Kawaii, mais qui en 2004 n'a que 4 ans de carrière derrière elle. Le film live est réalisé par Hideaki Anno, le créateur de Neon Genesis Evangelion. Excusez du peu. Pour mémoire, il a aussi travaillé sur Nausicaa, Macross ou encore Le Tombeau des Lucioles, un film que je ne veux plus du tout voir de ma vie. Parce que c'est trop triste. C'est un vétéran donc de l'animation. Hideaki décide d'adapter le manga à la lettre, dans son esprit, la partie sexuelle en moins bien évidemment.
ou du moins hors champ. On a le droit à un film complètement barré à la japonaise, qu'il ne faut absolument pas voir avec sérieux, et qui n'est pas forcément fait pour un public occidental standard. C'est du délire à chaque plan, alors certes c'est pas forcément le film de l'année, il est clairement surjoué, mais franchement c'est une très bonne adaptation d'un manga. Pour moi c'est plutôt une sorte de plaisir coupable, que j'aime bien regarder, notamment jusqu'à la fin du premier combat. C'est du film tokusatsu pur jus, si vous prenez encore du plaisir à regarder XOR ou Bioman, vous allez adorer ce film. Franchement, allez le voir, ça vaut le coup. Pour une fois qu'on a une adaptation plutôt correcte d'un manga, il faut le souligner. Le rôle titre est assuré par la jolie Eriko Sato, que je vous avoue ne pas connaître du tout, comme les autres acteurs d'ailleurs, à l'exception de Go Nagai, qui à l'instar de Stan Lee dans les films Marvel, fait une brève apparition. Le film a fait l'objet d'une version française, et vous pouvez le trouver facilement en VO sous-titré en anglais sur YouTube. Quant aux OAV, ils sont au nombre de 3 pour 45 minutes chacun et sont sortis 2 mois après le film. Ils ont été coproduits par Gainax donc, et par la Toei qui détient les droits. Globalement, la réalisation est plutôt bien faite, bien qu'elle ait pu en rebuter quelques-uns puisque chaque épisode a son réalisateur attitré. Mais au final, c'est une série qui a son style identifiable et c'est une très bonne chose. Pour moi, parmi tout ce qui a été produit après le premier manga, c'est clairement la version de Cutie Honey que je préfère. Je la trouve rafraîchissante, la nudité est toujours présente, mais sans pour autant être le principal intérêt. Il y a une histoire qui se laisse suivre, et qui est agrémenté d'un design plutôt réussi, ainsi qu'un découpage de plans assez original, propre au studio et qui me fait penser à un autre de ses chefs-d'œuvre, dont je parlerai un jour, Gurren Lagann. En 2007, nous avons eu le droit à une série tokusatsu cette fois, appelée Cutie Honey The Live. Série de 26 épisodes écrite par Toshiki Inoue, très connu dans le milieu de l'animation et des séries. Et surtout très prolifique, hein. Par exemple, il a bossé sur Jetman, et puis plein d'autres tokusatsu. Donc quand il reprend Cutie Honey, c'est clairement pas un débutant. Le synopsis reste le même, j'y reviens pas, Gynoïde, Papa assassiné, Pantherclaw, tout ça. La différence principale est que Honey va rencontrer 2 personnages importants que sont Miki et Yuki. Les 2 ayant servi de sujet d'expérience à ce bon vieux docteur Kisaragi, qui les a rejetés quand il a constaté leurs défauts. La première vous fera penser indubitablement à Misty Honey, et effectivement c'est voulu. En outre, son nom est tiré de Miki Makimura de Devilman. Quant à Yuki, elle peut un peu faire penser à Sister Jill, notamment dans la version Rebirth de Cutie Honey. Les 2 personnages ont la particularité d'utiliser le système dit Honey, c'est-à-dire le même que celui de Cutie Honey, mais qui tient davantage du prototype. Elles se feront appeler respectivement Sister Miki et Sister Yuki. Je ne vous en dis pas plus sur leur background au cas où vous voulez voir la série. Bon, je vous dis tout de suite, la série est pas terrible, hein. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que les 2 nouveaux personnages introduits ne sont pas parfaites, du coup elles ont quelques défauts qui sont propices à quelques développements scénaristiques de l'intrigue. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. La série met également en scène des visages plus connus comme Seiji Unatsuko. C'est Miki Hara qui tient le rôle de Cutie Honey. C'est d'ailleurs son premier rôle à l'écran. Elle apparaîtra dans d'autres films comme Kamen Rider en 2012 et Hurricane Polymar en 2017. Puis sachez que c'est Go Nagai qui interprète le docteur Kisaragi. Eh oui, le papa de Honey. La série en elle-même donc ne fait clairement pas partie des meilleurs tokusatsu, hein, loin de là. Du peu que j'en ai vu, car la série n'est pas facile à trouver, on a plutôt l'impression de voir une série du début des années 90, un peu lisse graphiquement, et puis ne regardez surtout pas pour la nudité. Là, il y a rien de rien. J'ai même l'impression que les actrices ont une sorte de body couleur peau quand elles se transforment. Et même les scènes de combat, c'est pas terrible, ça va à 2 à l'heure. Je préfère largement le film de 2004, même si scénaristiquement, il y a des idées plutôt bienvenues qui nous changent un peu du pitch habituel. En 2016 sort un second film live appelé Cutie Honey Tears, produit par la Toei et réalisé par Takeshi Asai, que je ne connais absolument pas. Ici, on change complètement de décor. On est dans un avenir plus ou moins éloigné, où un virus a décimé une partie de l'humanité, et la planète subit des conditions météorologiques terribles. On voit donc un monde divisé en 2 zones, la zone supérieure pour les riches, donc en hauteur, et les bas-fonds juste en dessous pour les pauvres. C'est dans ce monde qu'un spécialiste de la robotique va créer une gynoïde, en mémoire de sa fille, qui hélas va tomber dans la zone des pauvres, mais qui se relèvera afin de lutter pour un avenir meilleur et qui défendra les zones inférieures parce qu'en plus c'est une excellente combattante. Ah non, c'est pas Gunm. Non, c'est bien Cutie Honey, enlevez-moi ça, enlevez-moi ces images. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, j'exagère, hein, le scénario n'est pas exactement le même que celui de Gunm, il y a quelques petites différences, mais déjà, on sent un peu quelques ressemblances. Bref, là aussi il y a du Pantherclaw et du Sister Jill, c'est la même chose que d'habitude, mais dans un environnement complètement différent. Je vous avoue, il se passe pas grand chose dans ce film, hein. On se lasse vite et on comprend rien, mais ça c'est peut-être parce que je l'ai vu en VO sous-titré en espagnol. Mais au final, les combats sont vite expédiés et Honey n'a même pas d'épée. Par contre, je trouve que l'actrice Maria Nishushi est super jolie. C'est une mannequin chanteuse qui a fait quelques apparitions au cinéma. Le problème du film par rapport à celui de 2004 est qu'il se prend beaucoup trop au sérieux, et ça se voit tout de suite. Toute la partie humoristique propre à la série a disparu complètement, c'est clairement un Sugun. Il est
propre graphiquement, les effets CGI sont de bonne qualité. D'ailleurs, j'apprécie la séquence de transformation de Cutie, mais globalement, il est très mal chorégraphié, voire pas du tout chorégraphié. Il mélange les défauts de tous les autres sans quasiment aucune qualité. Scénario convenu et repompé, pas de chorégraphie, là où le film d'Hideaki Anno était complètement débridé, on passe d'un plaisir coupable à un gros navet, donc très vite oubliable. Et enfin, je terminerai par une dernière série animée, Cutie Honey Universe, réalisée par Akitoshi Yokoyama, qui a fait pas mal de choses, que ce soit en tant qu'animateur clé ou directeur d'animation. Il a travaillé sur des titres comme Cowboy Bebop, Escaflowne, City Hunter, Kill la Kill que j'aime beaucoup, et bien d'autres. Il est épaulé par Shuichi Iseki comme character design. Alors c'est un énième reboot, remake, direct de la série de 73, puisque l'on retrouve le même contexte avec l'école Sainte-Chapelle, ainsi que les personnages issus du manga d'origine, comme la meilleure amie de Cutie ou la chef des filles moches de l'école qui ressemble à un mec ultra costaud. Une sorte de retour aux sources colorées, faite avec les moyens de l'époque, et forcément, vu que c'est un dessin animé, on a le retour de la nudité et de la sexualité débridée, mais pas trop quand même, on est en 2018. Cela étant, on a quand même l'épisode malsain de la statue, dont je vous parlais dans la première partie. 12 épisodes composent de cette œuvre très mal accueillie au final. Les 6 premiers suivent grosso modo l'histoire du manga avec l'attaque de l'école tout en enlevant l'aspect émotionnel. Et par exemple, dans le manga, toutes les filles se font tuer décapitées. C'est clairement horrible, et à un moment, la meilleure copine de Cutie est transformée en rocher par cette dernière pour se cacher, comme dans l'animé de 2018, Ils ont fait la même chose. Sauf que voilà, dans le manga, elle arrive à sortir et elle se fait désintégrer car elle est confondue par l'ennemi avec Cutie Honey. C'est saisissant comme passage, on s'y attend absolument pas. On est face à un drame décrit comme une sorte d'horreur tranquille. Dans la série, on a un lourd moment sur les réflexions de l'amie en mode caillou, elle sort, et puis débarque la chef des moches qui était méchante au début mais finalement non, et qui finit par crever parce qu'elle est moche, et la meilleure amie est sauvée afin de préserver une sorte de happy end. Bref. Moi j'aime pas, c'est du copier-coller sans caractère de la série d'origine, et en plus pour la première fois le dessin animé ne réutilise pas l'excellente musique d'introduction. Pour moi c'est du gâchis et c'est dommage. Pour résumer, si vraiment je devais vous conseiller quelque chose, c'est la lecture du manga d'origine en restant dans le contexte de l'époque, ainsi que la vision de la série de 73, très kitsch, c'est vrai, dépassée techniquement aussi, mais qui a son charme. Maintenant, si vous voulez vraiment du nouveau et que je devais vous conseiller un seul titre par genre, je dirais le triptyque Rebirth de 2004. Le manga, Cutie Honey Go Go, la série animée Cutie Honey, et bien sûr, le film live. Attention, ce n'est que mon avis et j'ai dû en choisir un par catégorie. J'ai parfaitement conscience que d'autres sont également très intéressantes, et par exemple, moi j'aime beaucoup Shin Cutie Honey. J'en ai donc fini avec la rétrospective Cutie Honey, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à faire part de votre expérience avec la série, ou tout simplement à partager. Moi je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous.